Et maintenant? Oui, tu peux laisser rentrer. Non, pour le bruit. Oui, j'entends plus. Ok, c'est bon. Ok. Chat, voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Voilà, donc je vais démarrer ici cette présentation. Donc, ça va durer une petite heure. Enfin, ça dépend de vos questions, hein, s'il y a plus de questions. Sur la phobie sociale, donc on a fait tout un ensemble de cycles de conférences. Hein, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les sites sur le site de l'ESPEC, esppec.com, donc je vais y arriver. Je l'ai mis dans le chat. Vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous avez des questions particulières, et je vais essayer de représenter. Comme on a déjà vu des parties sur les phobies dans d'autres conférences, je ne vais pas réexpliquer tout le fonctionnement de la phobie. Vous pouvez vous référer aux conférences précédentes dont les replays sont disponibles sur le site ESPEC, hein, donc www.esppec.com. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc la phobie sociale, c'est, on la connaît également sous le nom de trouble d'anxiété sociale. C'est une forme de trouble mental qui est caractérisée par une peur intense et persistante des situations sociales ou de performance, hein, je dois arriver à faire quelque chose, dans lesquelles une personne est exposée au regard et au jugement des autres. Donc les individus qui souffrent de phobie sociale ont souvent une peur extrême d'être embarrassés, critiqués, rejetés par les autres, ce qui peut entraîner une anxiété significative, des difficultés à fonctionner dans leur vie quotidienne. Dans les éléments que je viens de nommer, on retrouve déjà d'autres éléments, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, quand on veut travailler sur une phobie ou s'il y a des traumas, il y a plusieurs axes de travail, hein. Je vais essayer de relever, mais dans ce que j'ai nommé, il y a déjà des éléments qu'on peut retrouver dans d'autres grilles de lecture. Donc, par exemple, la peur intense et persistante des situations sociales ou de ne pas arriver, de ne pas être à la hauteur, hein, on comprend que dès qu'on nomme ça, il y a un élément qui vient parler de la blessure d'attachement. La blessure d'attachement, je vous le rappelle, hein, c'est la sécurité émotionnelle et affective que les enfants sont censés avoir reçue dans les premières années, mais qu'ils n'ont pas eu de manière correcte, et donc qui a déclenché un manque d'estime de soi, qui peut lui-même amener un manque de confiance et lui-même amener un manque d'affirmation de soi. Je ne prends pas ma place. Quand on voit la phobie sociale, hein, j'ai peur du jugement, j'ai peur du regard de l'autre, j'ai peur de prendre ma place forcément, j'ai peur d'être embarrassé, ben, tout ça sont des éléments qui viennent normalement toucher au trauma d'enfance et plus particulièrement à la blessure d'attachement. La peur d'être embarrassé, c'est également un autre symptôme. La peur d'être embarrassé, euh, ça vient souvent aussi de réflexes archaïques, hein, j'en ai déjà parlé, mais nous avons trois réflexes archaïques de survie, donc le réflexe de paralysie par la peur, le réflexe de Moreau et le réflexe de protection. Et donc effectivement, dans les symptômes plus psy que l'on repère dans ces blessures, il y a par exemple de la manipulation pour garder le contrôle, il y a du mutisme sélectif, il y a la peur d'être embarrassé, euh, il y a une hypersensibilité à tous les sens qui effectivement font que la personne a beaucoup de mal, et donc évidemment elle a beaucoup de mal à être exposée à la lumière, au son, au bruit, etc. Ça va donc déclencher des réponses de stress et derrière ces réponses de stress, des réponses d'anxiété et d'angoisse. Donc on voit qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Donc les symptômes de la phobie sociale peuvent inclure une anxiété intense avant, pendant et après les situations sociales redoutées. Ça peut s'illustrer aussi par des pensées intrusives, hein, donc des ruminations mentales et irrationnelles complètement sur soi-même, donc beaucoup d'autocritique, beaucoup d'auto-jugement, une image de soi qui est assez catastrophique ou qui a peur d'être mise à mal par les critiques verbales ou les comportements de l'autre. Euh, donc ça peut amener aussi cette peur d'avoir des symptômes physiques, rougir,
avoir de la sueur, trembler, pâlir, déglutir, etc. Ça pourrait aussi amener d'autres types de phobies comme la peur de vomir, par exemple, ou de tomber dans les pommes, hein, donc de faire un collapse, parce que tout ça va amener des pensées que la personne est incapable. Euh, j'ai par exemple reçu au cabinet des personnes qui avaient peur d'aller uriner en public, hein, ou d'être embarrassé, de devoir aller aux toilettes dans un restaurant, par exemple, et qui donc s'empêchaient de boire toute la journée dès qu'ils savaient qu'ils devaient aller dans un restaurant, ou qui déclenchaient les peurs de prendre les trains, de prendre la voiture, d'être bloqué dans les tunnels, prendre les trains de peur que le train tombe en panne et qu'ils soient obligés de devoir aller se soulager dans le train, ce qui était impossible, de peur d'être entendu, moqué, etc. Il peut évidemment y avoir des épisodes de vie qui sont des traumas en lien avec l'objet phobique, mais on peut repérer ce type de comportement plus généraliste, parce qu'effectivement, il y a une peur d'être confronté à l'autre qui dépasse tout. Donc les nausées, le rougissement, la difficulté à parler, éviter des situations sociales à tout prix, hein, donc s'isoler, etc. Alors, on peut aussi repérer que, à cause de cette phobie sociale, on peut avoir d'autres symptômes qui peuvent arriver peu à peu, hein, notamment avec l'isolement. On pourrait très bien imaginer quelqu'un qui commence à souffrir d'une tristesse de fond et donc d'état un peu dépressif, simplement parce qu'il est complètement isolé, sans contact, et donc il n'y a pas de soutien possible. Le traitement de la phobie sociale peut inclure une thérapie cognitivo-comportementale qu'on a déjà nommée, plus exactement celle que nous enseignons notamment à l'ESPEC, hein, chez Nawal. C'est tout ce qu'on appelle les BMSA, hein, Bifocal Multisensory Activation, dans lesquelles vont être intégrées les thérapies comme le MDR, les thérapies visuelles, le MDR, mais il y a aussi la thérapie RIMAP, champ visuel, qui est beaucoup plus complète que le MDR, qui répond d'ailleurs au manquement de l'EMDR par rapport aux cas les plus dissociés. On a IMO, hein, intégration par les mouvements oculaires, focusing, il y a toute une série de techniques qui permettent d'essayer de rentrer dans le champ visuel pour avoir un accès à une mémoire supplémentaire et pouvoir désactiver plus facilement, avec moins de souffrance, le patient. Donc toutes les thérapies d'exposition, bon, je ne suis pas un fanatique parce que dans les recherches, on estime qu'on est à peine au-dessus d'un effet placebo, et ça peut déclencher quand même beaucoup de souffrance chez le patient. Personnellement, j'aime beaucoup être attentif à l'écologie du patient, à savoir ramener ou reconnecter avec le moins de souffrance possible, pas parce que j'ai peur des émotions, mais simplement parce que c'est inutile de déclencher une souffrance si on peut l'éviter évidemment. Et donc dans les techniques actuelles, notamment en BMSA, Bifocal Multisensory Activation, comme l'EFT clinique, le RIMAP, le SEB, Self-Emotional Balancing, on étudie ce type de pratique. La médication, quand c'est nécessaire pour stabiliser. Donc, quand vous avez le moindre doute, il vaut toujours mieux référer à un psychiatre idéalement pour qu'il y ait éventuellement l'étude d'une posologie particulière. Il y a évidemment aussi des soutiens qui peuvent se faire par des plantes. Je pense que j'avais nommé il y a quelques jours la rhodiola. La rhodiola, par exemple, mêlée avec l'ashwagandha, c'est à la fois un calmant et un boostant. C'est totalement plante, donc naturel. C'est parfois intéressant pour éviter notamment des états dépressifs, hein, ou de la tristesse de fond et pour rebooster la personne. Voilà, mais donc dans la médication, les plus classiques évidemment, c'est des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Toujours bien mesurer la posologie, toujours bien mesurer aussi la molécule. Par exemple, s'il s'agit d'un trauma ou si à l'origine de la phobie ou des phobies, et notamment des phobies sociales, on retrouve un trauma, il faut essayer d'éviter les benzodiazépines. Pourquoi? Parce que les benzodiazépines ont aussi pour effet secondaire d'ancrer le trauma plus fortement. Donc, quand il s'agit de trauma, il vaut mieux éviter la famille des benzos et demander au psychiatre une autre molécule si c'est possible. Euh, on peut aussi donc amener toutes les techniques de relaxation, de gestion du stress. C'est vraiment important pour les personnes qui souffrent de phobie sociale de rechercher aussi de l'aide professionnelle, hein, quand c'est nécessaire, pour que les personnes puissent apprendre à gérer leur anxiété plus facilement, et qu'elles puissent éventuellement reconstruire l'estime de soi et reprendre le contrôle de leur vie sociale. Parfois, ça peut être assez simple. Je me rappelle d'un directeur de la Croix-Rouge en Belgique
qui devait faire des conférences tous les jours ou des réunions tous les jours. Et il avait des difficultés à prendre la parole en public, hein. Il était vraiment complètement figé. Il commençait à développer vraiment une phobie de, de l'expression en public. Et donc, simplement par la stimulation des points d'acupression, le bord de doigt, on a nettoyé certains épisodes qui avaient pu déclencher donc un stress de fond, à savoir, ben, on s'était moqué de lui tout simplement, ou il n'avait pas été à la hauteur d'après ses propres autocritiques, hein, donc des parts autocritiques. Donc on avait travaillé sur les blessures d'attachement et en même temps le tapping sur les situations. Et pendant les situations de prise de parole, il stimulait discrètement le bord de doigt, hein, ça ne se voit pas beaucoup. Et ça a permis d'intégrer la réunion. J'ai vu peut-être la personne 3 fois. Au bout de la troisième fois, il m'a dit, écoute, je me sens vraiment à l'aise maintenant. Et donc voilà, donc j'ai dit, bah, écoute, de toute façon, si tu sens qu'il y a un type d'activation qui revient, tu me recontactes, mais sinon, normalement, si tu pratiques bien régulièrement avec, avec la technique, ça va se dissoudre de mieux en mieux. Je rappelle que quand on stimule des points d'acupression, un des avantages, c'est que ça devient de plus en plus réactif. Donc ça agit de mieux en mieux et de plus en plus rapidement. Donc ça nous intéresse évidemment toujours d'utiliser ce type de points. Je rappelle qu'il y a toujours un slogan que j'utilise ou un aphorisme que j'utilise à chaque cours, c'est papote égale tapote. Si vous papotez, si vous parlez, si vous pensez à un problème, tapoter. Donc prenez le point, stimulez, tapotez, prenez le point avec une légère pression, massez le point, bref, mais en tout cas, stimulez la zone des points. Je rappelle aussi que dans les formations, on voit qu'il y a des spécificités entre certains points, certaines sensations, certaines émotions qui peuvent encore accélérer le processus de déchargement, de désensibilisation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs axes de travail qu'il faut systématiquement prendre en compte. Le premier axe, un axe purement physiologique. C'est-à-dire que des phobies, y compris la phobie sociale, peut venir de la non-intégration de réflexes primitifs, de réflexes archaïques, qui vont agir de façon à maintenir un état d'urgence, un état d'alerte plus important, ce qui va fragiliser évidemment la personne et va la faire basculer plus rapidement dans le mode de survie. Hein, je rappelle pour mémoire, le mode de survie, c'est le fight, flight, freeze. Hein, j'attaque, je fuis, et quand je peux ni attaquer ni fuir, dernière chance de survie, c'est je fais le mort, hein, je me paralyse, je me tétanise. Je rappelle aussi que donc ça travaille aussi donc sur le système vagal, donc toute l'intégration du système vagal va être très importante. Si vous avez quelqu'un qui a des réflexes non intégrés, il va surréagir au son, au bruit, aux odeurs, aux saveurs, à la lumière par exemple, à un certain type d'environnement. Il pourrait avoir des phases de haut et de bas, c'est-à-dire beaucoup d'activités suivies par un grand épuisement. Hein, vous repérerez que ça fait partie des symptômes qui pourraient faire penser aussi à des états un peu dépressifs, parce qu'effectivement, à la longue, ça peut miner la personne et effectivement développer des croyances, y compris cette tristesse de ne pas être à la hauteur et donc ou de ne pas y arriver. Et si en plus la personne vit dans un environnement qui manque de bienveillance ou qui manque de compassion spontanée, qui vient générer une blessure d'attachement, et bien évidemment la personne va basculer plus rapidement vers des mécanismes de défense. Je rappelle que la phobie, c'est un mécanisme de défense, hein, c'est ce qu'on appelle le deuxième niveau de dissociation, comme les TOC, les ruminations mentales, les addictions, les phobies, les comportements excessifs. Donc ça veut dire que derrière, il y a une blessure, et 9 fois sur 10, même une phobie sociale, vient d'une blessure souvent d'attachement. Si c'est en lien avec des épisodes de vie, en lien avec le contact social, normalement, le trauma pourra peut-être se réguler plus rapidement qu'un trauma complexe avec blessure d'attachement. Et effectivement, dans ce cas-là, on peut en 1 ou 2 sessions terminer, liquider le problème. Si derrière il se cache une autre fragilité comme les blessures d'attachement ou la non-intégration de réflexes archaïques de sécurité, de survie, à ce moment-là, ça demande plus de sessions parce qu'il faudra travailler à la fois sur ces aspects psychologiques et à la fois sur les aspects physiologiques. Donc le deuxième axe, c'est tous les aspects psycho-émotionnels, hein, les traumas, les blessures d'attachement, qui va mettre en lumière un manque de sécurité émotionnelle et affective, un manque de maturité aussi émotionnelle et affective. Donc à nouveau, si vous devez traiter des personnes en dessous de 25 ans, c'est logique d'aller bien vérifier l'intégration des réflexes notamment, parce que si ce n'est pas le cas,
Je rappelle que le cerveau émotionnel, lui, est à maturité aux alentours de 25 ans, hein, donc entre 20, 23, 25 ans. Donc ça veut dire qu'il est tout à fait normal que l'individu, et en plus s'il n'a pas eu de sécurité émotionnelle et affective, donc un attachement sécure dans les premières années, il est tout à fait normal qu'il ait du mal à réguler les outils, les techniques et son quotidien. Donc ça veut dire aussi que dans une thérapie de fond, on va apprendre certaines techniques aux patients de façon à ce qu'ils puissent s'autonomiser. Et d'une deuxième manière, ça va aussi nous permettre d'aller vérifier la capacité de cette personne à s'occuper d'elle avec bienveillance, avec bientraitance, et donc sa capacité à être autonome et indépendant. Si on voit que la personne est incapable de le faire, ça veut dire qu'on va devoir travailler en priorité sur cet axe, de façon à l'aider à pouvoir s'occuper d'elle-même, comme un adulte devrait le faire. Si évidemment je m'adresse à des ados, j'adapte mon vocabulaire et mes attentes au fait que ce sont des ados ou des enfants, mais techniquement, on va les aider à utiliser des techniques qui vont leur permettre de gérer et de diminuer le stress de fond. Toutes les approches d'exposition peuvent être intéressantes, mais personnellement, je les mêle systématiquement alors avec les approches de type BMSA, hein, donc Bifocal Multisensory Activation, à savoir le tapping de la cohérence cardiaque compassionnelle, par exemple, qui est une technique qu'on étudie et qu'on utilise en Self-Emotional Balancing. Donc on va essayer d'installer tout ça. Donc la guérison de la phobie sociale, ça peut être donc un processus complexe, hein, et lent et individuel, mais il est possible d'améliorer considérablement les symptômes et d'essayer de retrouver une vie sociale épanouie, mais aussi en allant essayer de cibler vraiment l'origine de la phobie sociale, c'est-à-dire ce qui a été le déclencheur ou les éléments déclencheurs. Soit, je rappelle qu'il y a toujours 4 axes de travail quand on recherche des cibles, c'est soit les événements qui ont des points communs, soit ce sont les personnes qui sont les mêmes qu'on retrouve dans certains types d'incidents, soit ce sont les cognitions, c'est-à-dire les croyances qu'on a développées à partir de ces 2 premiers cas de figure, ou alors éventuellement le fantasme que les choses se soient passées différemment et on n'arrive pas à accepter que on a vécu, on a subi, ou des parts de nous ont vécu, ont subi ce qu'il s'est passé, et ça a déclenché donc ces mécanismes de défense, comme la phobie sociale. La phobie sociale a pour vocation d'essayer d'éviter qu'on soit confronté à des situations où on va se moquer, où on va être mis à mal, où on va être ridicule, où on va être critiqué, attaqué, etc., jugé. Et donc la personne va chercher évidemment à éviter tout ce type de situation. Donc ça veut dire aussi ceci, c'est que euh, on doit mettre en place un traitement approprié, et pour avoir ce traitement approprié, on doit avoir en tête ces fameuses grilles de lecture. Donc, les approches physiologiques pures, les approches psycho-émotionnelles et éventuellement les approches d'exposition en combinant, en intégrant plusieurs types d'outils de façon à essayer d'accélérer le processus de réparation, de guérison et le déchargement du négatif, des charges négatives. Donc la guérison, c'est un processus complexe. Je vais vous en nommer quelques axes, hein, quelques possibilités. Par exemple, tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale avec BMSA. Donc c'est une approche assez efficace pour traiter la phobie sociale parce qu'elle aide les individus à identifier, à modifier les pensées négatives. On travaille vraiment sur les pensées qu'on a associées avec les mécanismes de défense et d'évitement en l'occurrence, les croyances irrationnelles aussi qui alimentent l'anxiété sociale, et on va essayer d'apprendre des techniques de gestion de l'anxiété et de compétences sociales, soit en travaillant directement sur la blessure d'attachement avec l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Tout le travail compassionnel va être très important dès qu'on touche à des blessures d'attachement. Deux, dans les thérapies d'exposition, eh bien, on va essayer de... Ça consiste à mettre en exposition, à exposer la personne peu à peu aux éléments déclencheurs par rapport à des situations sociales qui seraient redoutées, en commençant par les moins anxiogènes. Évidemment, on va commencer par le plus léger et en progressant graduellement vers des scènes un peu plus difficiles. Ça permet parfois à la personne de surmonter sa peur et d'apprendre que les conséquences redoutées ne se réalisent pas en réalité. Mais je conseille toujours de combiner ça avec la BMSA, donc par exemple stimulation du bord des doigts
comme en EFT clinique, en RIMAP ou même en SEB, ou aussi de combiner des respirations de type cohérence cardiaque pure, donc 5 secondes, mais aussi compassionnelle, avec cette intention de réparation, d'amour, de bienveillance pour nous-mêmes, pour notre système. Ce sont des éléments qui sont assez importants de façon à pouvoir comment dire, répondre à tous ces soucis, à tous ces problèmes. Et donc, en fonction de l'exposition, on peut éventuellement gagner de l'espace. Et si on mêle bien la stimulation de points, notamment la respiration ou d'autres techniques comme le shaking, eh bien, ça permet d'aller réparer tout ça. La médication, je l'ai déjà nommé. Une médication parfois est utile. Voilà, je sais que parfois des gens sont très anti-médicaments. Je suis pas un fanat non plus, mais parfois la personne a vraiment besoin d'une stabilisation. Et la stabilisation peut se faire par des outils, mais parfois aussi passe aussi par une médication, parce qu'il peut y avoir aussi une dérégulation au niveau simplement du système endocrinien qui fait que la personne n'a pas les molécules dont elle a besoin et ça provoque un déséquilibre qui provoque de l'angoisse, de l'anxiété et qui finit par euh, déboucher par la, la, création de mécanismes de défense, hein, donc TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif. Je vais boire un peu parce que je suis tout à fait déshydraté. Dans les, un autre axe de travail, donc comme je l'avais nommé, on peut utiliser les techniques de relaxation et de gestion du stress. Il y a toute une série d'outils différents. Par exemple, au niveau de l'ESPEC, on donne une formation sur la stabilisation. Je pense qu'il y a entre 10 et 14 outils qui sont enseignés sur 2 jours pour pouvoir utiliser la stabilisation et ne pas se retrouver bloqué avec un certain type de patient, par exemple. On peut l'utiliser aussi pour soi-même en tant qu'individu, hein, c'est pas uniquement pour les thérapeutes. Ce sont des techniques qui sont assez efficaces, dont j'en ai nommé certaines, comme de la cohérence cardiaque, du tapping, du shaking et d'autres techniques. Euh, donc on peut utiliser la respiration profonde, on peut utiliser le yoga, la pleine conscience aussi pour essayer de réduire l'anxiété, améliorer aussi le contrôle émotionnel dans les situations sociales qui sont vécues comme difficiles, en tout cas jusqu'à maintenant. Le soutien social aussi va être très très important. Donc le soutien des proches, des amis, un groupe de soutien aussi. Il y a beaucoup de groupes actuellement aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux qui existent. Alors parfois c'est un effet positif parce qu'on peut ressentir du soutien. Parfois c'est un effet négatif parce que à force de lire toutes les peurs et les angoisses, ça peut aussi être un redéclencheur. Je rappelle que le cerveau ne peut pas faire la différence entre une pensée, une action, un souvenir. Donc quand on participe à des groupes de cet ordre-là, comme ça vous fait penser à ce qui déclenche des crises, pensez à tapoter à minima en même temps, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en train de reconstruire une mémoire, de renforcer une mémoire traumatique potentiellement, et ça peut retraumatiser aussi en fonction de ce que vous allez lire d'autres personnes. Donc c'est très important de stimuler à minima les points ou faire de la cohérence cardiaque compassionnelle pour ne pas prendre la charge émotionnelle négative. Euh, donc, voilà. Toujours penser aussi à aller quand même consulter un professionnel de la santé mentale ou quelqu'un qui est formé à ça. Pourquoi? Parce que parfois, ben, ça va accélérer le processus. Et c'est un soutien évidemment professionnel, pas un soutien amateur, donc c'est toujours utile à certains moments. Donc, par exemple, dans le soutien social, c'est important aussi de pouvoir parler de ce qu'on vit, hein, ne pas s'isoler, mais si vous parlez, pensez à stimuler les points pour éviter de remettre une couche, de rebrancher votre cerveau sur la peur, et évidemment, ça le provoquerait, voilà, ça pourrait faire monter les émotions de façon plus difficile. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de passer en revue quelques protocoles de relaxation. On va faire des petits mini-exercices. Je rappelle, posez vos questions sur le chat si vous voulez, ou à voix haute, hein, si vous avez une question. N'hésitez pas à le demander. Voilà, donc ici, je vais simplement vous parler. On va faire deux petits exercices autour de la gestion du stress, de l'anxiété, de la phobie sociale. Et on va essayer de faire ça ensemble, vous de votre côté, moi du mien. Donc, je vais essayer un petit peu de vous guider. Donc, par exemple, il y a évidemment la respiration profonde. Donc, par exemple, la respiration profonde, c'est on s'assied ou on s'allonge confortablement. Et
inspirez lentement. Pensez toujours aussi à faire le bord des doigts. Je rappelle, le pouce vient naturellement sur le bord de l'ongle, le bord de l'index, le bord du majeur, le bord de l'annulaire, le bord de l'auriculaire. Si vous voulez faire le bord du pouce, soit vous le faites à deux mains pour être du bon côté, soit l'index passe au-dessus du pouce et vient sur le bord du pouce, mais côté vers nous. En gros, quand on met la main vers soi, c'est toujours l'extrémité du doigt sur le côté de l'ongle, et c'est toujours le côté qui est vers nous, d'accord? Vous verrez que normalement, l'annulaire, vous ne le faites pas, mais faites-le, c'est plus simple que de ne pas le faire parce que il passe de l'autre côté, etc. Donc ne vous cassez pas la tête avec ça, faites simplement le bord des doigts, tous les bords des doigts, hein, et côté gauche, côté droit, vous pouvez même alterner gauche-droite, c'est même plus efficace si vous le faites, mais lentement dans un premier temps, pour stabiliser et calmer. Donc, vous vous installez confortablement et vous allez simplement inspirer lentement par le nez. En gonflant votre ventre pendant 4 secondes, donc ça fait retenez votre respiration pendant 4 secondes, donc ça fait on inspire 4 secondes, on tient 4 secondes, et puis on expire lentement pendant 4 secondes. Et on recommence. Inspirez, tenir, expirer. Inspirez, tenir, expirer. Encore une fois, inspirez 4 secondes, tenir, expirer. Voilà, donc c'est un exercice qui va mettre le corps, le cœur en cohérence, qui va permettre de calmer le système. En cohérence cardiaque, on conseille toujours plutôt de faire 5-5 que 4-4 ou 6-6. Ici, la différence aussi avec la cohérence cardiaque, c'est qu'on fait une pause où simplement on inspire et on n'expire pas, on reste juste avec les poumons gonflés, on a poussé le ventre et puis ouais, on expire en éliminant tout ça. Deuxième type de relaxation qui est potentielle, c'est une relaxation qu'on va appeler musculaire. Donc on l'utilise beaucoup en hypnose, par exemple, ou en auto-hypnose, pour mettre la personne dans un état modifié de conscience. Bien, vous allez serrer et relâcher chaque groupe musculaire de votre corps, en commençant par les pieds, puis en remontant jusqu'à la tête. Donc vous allez faire les pieds, hein, les jambes, puis le ventre, les bras, les poings, le cou éventuellement. Et puis chaque fois, donc on serre, 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 serre pendant 4, 5, 10 secondes, 15 secondes, ça dépend de votre forme. Et puis vous relâchez en expirant. On inspire en serrant, serrant, serrant. Et puis je relâche. Et quand vous faites ce type d'exercice, vous allez voir, il se passe des choses. Donc vous allez essayer maintenant de votre côté. Donc essayez de commencer par les pieds. Vous serrez bien bien les orteils, les pieds, la plante des pieds au sol, par exemple, si vous êtes assis. Voilà, et puis vous relâchez. On va faire la même chose au niveau des jambes. Vous serrez vraiment à fond, 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 à fond. Voilà, je vais essayer de le faire de mon côté aussi. Vraiment, on serre, 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 serre. Et on relâche. On va le faire au niveau du bassin, des fessiers. Vous serrez, 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 serrez. Et vous relâchez. Au niveau du ventre, du torse, on serre. En rentrant bien le ventre. Et vous relâchez. Les bras, les poings, on serre, 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 serre. Et on relâche. Au niveau du cou, des épaules. Et on relâche. Et vous pouvez refaire plusieurs cycles de ce type d'exercice. Vous allez voir normalement que dans le corps, ça provoque peu à peu une relaxation. D'ailleurs, voilà, je vais bâiller. C'est typiquement l'activation du système parasympathique, hein, le bâillement. On pourrait faire aussi des exercices de bâillement. Hein, je rappelle,
Dans certaines pratiques, par exemple, lorsque je me suis formé au Seiki, euh, avec Frank Ropers et Kishi Sensei, qui est décédé maintenant, on commençait par 5, 10, 15 minutes de bâillement avant chaque cours. Et donc on était complètement, évidemment, détendu sur les tatamis avant de démarrer les cours. Donc, ce sont des pratiques qui travaillent directement sur le système vagal et qui peuvent aider à se détendre. Et les neurones miroirs vont jouer. Si par exemple votre patient est complètement stressé, vous pouvez commencer à bâiller devant lui. Un peu comme ça. Et normalement, si je le fais deux, trois fois, il y a des chances que certains d'entre vous commencent à bâiller de votre côté, parce que c'est un grand classique. Y compris quand je fais comme ça, hein, si je fais avec ma tête, il y a des chances que certains d'entre vous aient commencé aussi à dodeliner de la tête. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les neurones miroirs qui vont reproduire ce qu'ils voient, et donc ils vont le faire spontanément. Donc, c'est la relaxation musculaire progressive, la méditation de pleine conscience, donc ça ce sont des choses que vous pouvez faire. On va faire un mini exercice par rapport à ça. Donc, vous asseyez bien confortablement toujours, dans une position idéalement bien droite. Hein, vos pieds sont un peu en avant, votre corps est droit, les épaules sont plus vers l'arrière, pas vers l'avant. Avant, je vous rappelle, réflexe de protection, hein, ça empêche une bonne expiration, une bonne inspiration, donc ça génère du stress, donc les épaules bien relâchées vers l'arrière. Voilà. Commencez par prendre quelques respirations profondes. Vous pouvez respirer. Oups! Oui, moi ça continue les effets du parasympathique. Donc vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche par exemple, profondément. Posez vos mains sur les genoux ou sur les cuisses, de façon à ce que la position soit confortable. Fermez doucement les yeux et commencez par porter votre attention sur votre expiration, l'exhalation, l'expiration. Et respirez normalement. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez par la bouche. Et ressentez vraiment l'air entier, la température de l'air sur votre visage, l'air que vous inspirez, sa température, et l'air quand il ressort lorsqu'il a été réchauffé par vos poumons, la différence de température. Et ressentez vraiment l'air entrer et sortir de vos poumons. En vous centrant bien sur les sensations d'inspiration et d'expiration. Et maintenant, laissez votre respiration revenir à un rythme naturel et observez simplement le rythme naturel de votre respiration. Sans vous juger, sans pensée particulière. Si des pensées passent, laissez-les passer, ne focalisez pas sur la pensée, laissez simplement votre système se détendre, se décharger. Acceptez simplement les pensées qui viennent et repartent, en les laissant passer comme des nuages dans le ciel, emportés par le vent qui deviendrait de plus en plus petit, et toujours plus petit, et encore plus petit. Et continuez à respirer et à être présent dans votre corps, en vous concentrant sur les sensations physiques de la respiration. Et prenez le temps de ressentir le mouvement de votre ventre qui se soulève et s'abaisse, de votre poitrine qui se soulève et s'abaisse. L'air frais qui entre et l'air chaud qui sort. Et restez dans cet état de pleine conscience pendant quelques minutes en vous concentrant uniquement sur votre respiration et en laissant aller toute tension, toute préoccupation.
Prenez une profonde inspiration, gardez l'air un moment, expirez lentement. Et laissez passer toute tension à chaque expiration, toute préoccupation qui s'en va comme des nuages emportés par le ciel. Voilà. Et cette méditation de pleine conscience peut être pratiquée quelques minutes, à tout moment de la journée, pour vous aider à vous recentrer et à quitter, à cultiver plutôt un état de calme et de présence. Voilà. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez simplement doucement les yeux et prenez quelques instants pour vous réajuster à votre environnement, hein, inviter votre inconscient à bien revenir ici et maintenant, dans le moment présent, se sentant bien, à l'aise, relax, à votre rythme. Voilà, prenez un petit moment pour observer comment vous vous sentez et si vous souffriez de phobie sociale par exemple, bien c'est une façon de stabiliser, de calmer votre système, de revenir dans une bulle par exemple de protection que vous pouvez visualiser autour de vous. On va faire un deuxième petit exercice de visualisation guidée, hein, voilà. Toujours pas de questions? Non, parce que je vois rien dans le chat, donc je continue. Donc, dans les visualisations guidées, n'hésitez pas aussi à mettre votre commentaire, hein, par rapport à l'exercice que vous avez senti, si vous avez besoin de partager ou envie de partager, vous êtes les bienvenus. Donc, dans la visualisation, 1, 2, 3, la visualisation guidée, vous allez simplement imaginer un endroit calme et agréable et paisible. Ça peut être aussi votre espace de sécurité ou de sérénité si vous avez installé un espace préalablement, hein. On le fait dans certaines thérapies, par exemple, en hypnose, en EMDR, en BMSA, justement en tapping, on va installer ou utiliser cette ressource. Ah, ça peut être une plage, une forêt, la montagne, bref, vous choisissez un endroit particulier dans la nature, idéalement, et essayez de prendre vraiment le temps de visualiser les détails de ce lieu, les sons, les odeurs. Voilà, bien visualiser votre endroit dans la nature et sentez-vous totalement libre de modifier dans ce que je dis ce qui vous fait le plus grand bien. Ne gardez que ce qui vous fait le plus grand bien. Imaginez-vous par exemple debout au bord d'une magnifique plage au coucher de soleil ou sur la montagne ou dans la forêt. Et vous pouvez sentir le sable chaud sous vos pieds ou le doux bruit des vagues, comme à Mohamedia par exemple, qui viennent se briser sur la plage, le soleil qui commence lentement à se coucher à l'horizon. Et visualisez le ciel se teinter de couleurs chaudes et apaisantes, des teintes d'orange, de rose, de violet. Ressentez la chaleur douce du soleil sur votre peau, peut-être une légère brise, les odeurs particulières. Laissez-vous envelopper par une sensation vraiment de calme et de sérénité, comme si vous étiez dans un bon bain chaud ou entouré d'une bonne couverture agréable. Et marchez lentement le long de la plage. Autorisez-vous à vous voir marcher le long de la plage, en écoutant le son apaisant des vagues et en respirant l'air frais, salé. Observez les mouettes éventuellement qui planent dans le ciel et les coquillages qui peuvent étinceler dans le sable sous le soleil.
Inspirez bien profondément, expirez lentement. Et trouvez un endroit confortable pour vous asseoir. Et continuez à respirer profondément. Imaginez-vous laissant aller toutes vos pensées et préoccupations, les laissant s'éloigner avec les vagues qui se retirent et qui s'éloignent, emportées par le courant, la marée, jusqu'à disparaître maintenant. Voilà, restez dans cet état de relaxation pendant quelques instants, en profitant de la paix, de la tranquillité de cet endroit imaginaire ou de cet endroit réel que vous connaissez. Et lorsque vous êtes prêt, commencez simplement à ramener lentement votre attention sur votre corps et là où vous vous trouvez, ici et maintenant. Ouvrez doucement les yeux et prenez quelques instants pour à nouveau bien vous réajuster à ici et maintenant. Et vous pouvez reprendre ce type de visualisation guidée chaque fois que vous avez besoin de vous détendre ou de vous recentrer, ou avant de devoir affronter une situation un peu plus compliquée. Pensez aussi à tenir le bord des doigts, même quand vous faites une visualisation guidée. Je rappelle que c'est comme des Legos, vous pouvez complémenter certaines de ces techniques de façon à ce qu'elles deviennent de plus en plus efficaces, de plus en plus rapides. Voilà, prenez juste un petit moment pour vous, bien revenir. Vous pouvez à nouveau partager dans le chat si vous voulez ou à voix haute. Dans les autres techniques également qu'on peut aller explorer, on peut tout ce qui est pratique de type yoga, donc on va travailler sur le corps, des approches plus corporelles, pour à nouveau aider le corps à lâcher les tensions. Si on lâche les tensions corporelles, on va aider l'esprit à se détendre. L'inverse est tout aussi vrai d'ailleurs, on peut aider dans les deux sens. Le yoga combine des postures physiques, la respiration, la méditation parfois aussi, pour favoriser la relaxation et la réduction du stress. On peut même suivre des cours en ligne, vous avez des cours qui sont en ligne, on trouve des chaînes sur YouTube ou autres, vous avez des gens qui accompagnent tous les matins par exemple, il y a aussi des chaînes payantes ou des applis qui sont payantes. Donc il y a vraiment plein de techniques différentes. Dans le yoga, il y a beaucoup de courants différents. Voilà, donc notamment, vous pouvez avoir le Vipassana dont on va parler, qui est la marche en pleine conscience, mais on a d'autres types d'approches qui peuvent être faites et qui sont vraiment chouettes, des plus simples, des plus douces aux plus proactives, hein, donc ça dépend un peu de votre tempérament. La marche en pleine conscience, donc un peu le Vipassana, donc c'est vraiment marcher lentement en se concentrant sur chaque pas, sur les sensations des pieds touchant le sol, le déroulé du pied lorsqu'il quitte le sol, etc. Donc on essaie vraiment de prendre conscience de chaque articulation, de chaque mise en mouvement de chaque chaîne musculaire, de façon à se centrer uniquement sur le corps et son fonctionnement. On peut évidemment continuer à appuyer cela par une respiration de type cohérence cardiaque ou compassionnelle par exemple. Et donc c'est vraiment une pratique qui permet de ralentir, hein. C'est un peu comme il y a le fast food, il y a le slow food, et bien c'est aussi, on va ralentir le système juste pour revenir dans le moment présent. Donc euh, voilà, donc chaque personne peut apprendre en fonction des différentes techniques et peut trouver ce qui lui conviendrait le mieux. Ça peut aussi aider donc à nous ancrer dans le moment présent et à calmer l'esprit tout simplement, puisqu'on va observer les sons, les odeurs, les sensations autour de nous, sans porter le moindre jugement, la moindre analyse, tout en continuant à observer le déroulement des muscles, des chaînes musculaires lorsque nous marchons, soulevons un pied, etc., etc., etc. Autre technique qui peut être très efficace, qu'on utilise notamment à SEB ou combiné, c'est le shaking, hein. Donc c'est vraiment on va redéclencher le déchargement du système nerveux autonome, comme après un choc émotionnel, par la fatigue d'une chaîne musculaire.
et on va utiliser ce déchargement pour évidemment aller désactiver des réseaux de souvenirs traumatiques ou les peurs qui pourraient être présentes. Je rappelle aussi que tous ces outils, il est important de comprendre que si on a été stressé de façon durable, le corps doit réapprendre à se déstresser. Donc c'est pas parce que ça fait 40 ans que ça va durer 40 années pour s'en libérer. Il n'a pas fallu 40 années pour déclencher la peur ou le trauma. Il faut pas 40 années pour s'en débarrasser. Par contre, il faut comprendre que le corps, lui, s'est habitué à des niveaux de stress. Ça veut dire un certain niveau d'hormones de stress, cortisol, adrénaline, noradrénaline. Et si on ne réapprend pas au corps en même temps qu'on désactive des souvenirs, des mémoires, le corps, lui, va reprendre ses habitudes, il va redéclencher le stress, simplement parce que dans ce niveau de stress, il a l'impression de mieux contrôler, d'être plus en sécurité. En gros, c'est une forme d'addiction au stress, il est habitué à ces niveaux-là, et donc il confond la sécurité avec l'habitude, hein. Donc un petit peu comme l'amour avec l'attachement, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on doit vraiment faire attention à réapprendre au corps à se détendre. Et évidemment, au plus long le trauma ou au plus long le mécanisme de défense comme la phobie sociale est mis en place, ben, au plus il est important d'utiliser le corps pour le réapprendre à se détendre, ou sinon vous allez avoir des remontées, hein, des effets yo-yo, des vases communicants avec des déplacements de symptômes. Donc si on veut vraiment travailler, on doit vraiment aller rechercher le fond et recommencer à travailler sur aussi le corps de façon à le réhabituer à se détendre sans que ça ne soit vécu comme un signal de danger. Toutes les parts et les ego states aussi, donc toute la partie sur les ego states, comme dans Self-Emotional Balancing. Je rappelle que pour SEB, il faut avoir des bases d'EFT et des bases de RIMAP à minima, et des bases de trauma, hein, de psychotraumatologie, donc on donne comme formation aussi au niveau de l'ESPEC. C'est important parce que sinon vous ne pouvez pas maîtriser les ego states. Et dans les ego states, mais on va vraiment aller analyser les parts, les programmes. On va essayer de rechercher le programme qui est à l'origine de la blessure, mais aussi les programmes d'adaptation, de résilience, hein, donc ce qu'on appelle les protecteurs qui ont pu se mettre en place pour chercher justement à compenser la peur ou à protéger la blessure ou protéger la partie blessée ou nous protéger nous, surtout si nous sommes plus jeunes ou enfants ou ados, parce que justement on n'a pas encore la maturité physiologique pour pouvoir le faire, hein. Le système nerveux n'est pas encore complètement, et surtout les mémoires émotionnelles, le cerveau émotionnel n'est pas encore à maturité. Donc on va utiliser notamment des techniques de désidentification. On va nommer les parts, les programmes, rechercher quel est leur besoin, quelle est leur peur, et avec le besoin et la peur, on va essayer d'aller désactiver les croyances, les cognitions, hein, qu'on a pu développer derrière tout ça. Je rappelle que dans les piliers, hein, j'avais parlé tout à l'heure des piliers qui sont à l'origine de problèmes, il peut y avoir donc les éléments qu'on retrouve au niveau situationnel qui seraient identiques, on appelle ça les déclencheurs, au niveau des personnes impliquées, au niveau des cognitions, c'est-à-dire des croyances qu'on a développées, ou le fantasme que ça se passe différemment de ce que cela s'est passé dans la réalité. Et donc tous ces éléments-là viennent évidemment s'appuyer sur les blessures d'attachement et du coup l'apparition d'ego states, de sous-personnalités, de programmes qui pensent souvent être nous, mais qui ne sont pas nous, qui sont juste des programmes d'adaptation, de résilience, et qu'on peut réparer si on va nettoyer la blessure de fond. Et je rappelle que au plus jeune se produit les traumas, au plus il y aura des chances qu'il y ait une blessure d'attachement et que c'est bien la réparation de l'estime de soi qui sera l'élément majeur pour pouvoir réapprendre à s'occuper de soi avec bienveillance et réparer ces blessures et du coup pouvoir liquider les traumas de façon durable et définitive. Dans les autres techniques qui restent encore, ben, on a aussi le tapping, hein, les stimulations des points, j'en ai déjà un peu parlé, c'est le même combat, hein, donc les stimulations des points vient désactiver également les mémoires traumatiques en travaillant sur le système vagal, sur le système sympathique et parasympathique, donc c'est vraiment un travail sur tout ce qui est polyvagal, hein, la théorie polyvagale de Stéphane Porges par exemple, mais même s'il y a des éléments dans la théorie polyvagale qui ne sont pas complets, hein, il y a d'autres recherches qui sont assez intéressantes, qui sont publiées sur d'autres façons de travailler sur le système vagal. Ce sont des choses que nous voyons aussi pendant les formations. Et finalement, les fameux réflexes archaïques dont j'avais parlé, les réflexes archaïques ou primitifs, ben, les fameux 3 réflexes de base de survie, réflexes de paralysie par la peur, moraux ou réflexes de protection,
sont des éléments aussi majeurs à aller travailler ou à vérifier, parce que sinon ils continuent à appuyer sur des boutons danger, même si vous nettoyez l'origine de la phobie sociale, le corps va rester trop fragile, trop sensible, et donc il va redéclencher plus rapidement des traumas, et la phobie sociale pourrait revenir dans ce cas-là, surtout si on n'a pas travaillé non plus la blessure d'attachement. Voilà, donc n'oublie pas que la pratique régulière de ces protocoles de relaxation ou d'intégration de réflexes ou de déchargement du corps, comme le shaking par exemple, qui réapprend au corps à se détendre, euh, vont nous aider réellement au quotidien à gérer le stress, à le diminuer. Et on peut évidemment choisir dans cette masse de techniques celles qui nous conviennent le mieux, en sachant que les réflexes, eux, doivent être intégrés quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit, parce que si vous ne le faites pas, vous allez maintenir une pression, une sensibilité constante qui va vous rendre fragile et qui va reprovoquer tôt ou tard, peu ou prou, des traumas, parce que vous n'aurez pas pu simplement l'autoréguler par le corps et puis par l'esprit avec les autres techniques dont nous avons parlé. Voilà, moi j'ai fait le tour de cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et s'il y a des questions, je me fais un plaisir de vous répondre. Vous pouvez le faire à voix haute, pensez à ouvrir votre micro si c'est le cas, ou dans le chat, c'est comme vous voulez. J'attends un petit peu pour voir. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour toutes les informations que vous partagez avec nous. Oui, Euh, Comme vous avez dit à la fin, intégrer les réflexes, oui. c'est-à-dire travailler sur les comportements qui sont liés à cette phobie, c'est-à-dire, comme vous avez dit, soit Non, freeze. les réflexes archaïques, c'est vraiment des réflexes qui sont normalement travaillés pendant la gestation, donc déjà dans le ventre de la maman, et après la naissance. Ce sont des mouvements qui sont censés être faits par le bébé, par l'enfant en développement, qui vont intégrer, faciliter des connexions entre les deux hémisphères notamment, mais qui travaillent aussi sur la sécurité de base de l'enfant. Et donc c'est aussi en lien avec l'attachement. Et donc ce sont vraiment des mouvements, c'est vraiment des exercices physiques qu'il faut faire, parce que quand on vit un trauma ou un épisode traumatique, qui peut déclencher donc notamment de la phobie sociale, hein, la phobie sociale c'est ce qu'on appelle un pompier, hein, donc c'est deuxième niveau de dissociation, c'est un mécanisme de défense et d'évitement d'une souffrance plus grande qui est le trauma en lui-même. Eh bien, cette phobie sociale ne peut s'intégrer que si on va également travailler sur le réflexe de fond de sécurité de base, parce qu'en général, quand il y a un épisode traumatique, ces réflexes sautent, même s'ils ont été intégrés, ils vont sauter, il faut les réintégrer, ou alors, je veux dire, le trauma est apparu parce que les réflexes n'étant pas intégrés, on reste trop fragile, trop sensible à certains types de stress, et donc ça va déclencher des réponses de stress avec les mécanismes de défense dont la phobie sociale fait partie. Voilà. Ok, et donc ça, c'est un cours particulier, c'est donné au niveau de l'ESPEC. Il y a un cours sur les réflexes archaïques, notamment de sécurité. Et dès que vous travaillez sur des traumas, il faut penser à ces réflexes de base, parce que si vous ne le faites pas, vous allez voir que la personne, on peut nettoyer son trauma, mais il va rester sensible au trauma en général, et il rebasculera vers un autre trauma, parce que le corps simplement n'a pas la capacité d'autoréguler. Et donc ça réapprend l'autorégulation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, je vous ai pas tous assassinés, tout va bien? Bon, ok. Alors, je vous souhaite enfin, donc un excellent samedi, profitez de votre journée. Euh, voilà, donc s'il y a d'autres questions, vous pouvez toujours les poser directement au niveau de l'ESPEC, hein. Donc, merci Selma pour ton commentaire. Vous pouvez aussi donc écrire à l'ESPEC esppec.com directement. Euh, à l'ESNM aussi, donc École de santé naturopathie Maroc pour ceux qui la connaissent à Mohamedia. Vous pouvez aussi m'écrire en direct s'il y a des questions, je vous renvoie. Bon, si c'est en lien avec les formations, vous devez passer par les specs parce que c'est eux qui gèrent tout, c'est pas moi qui les gère en direct. Mais sinon, vous pouvez aussi évidemment me poser une question perso si vous le voulez. Voilà, merci Karim d'avoir mis le site. Au niveau du lien, si tu cliques sur le lien, normalement, je vais partager l'écran, comme ça je vais le montrer. Zoom. Alors attends.
partager. Euh, Attends, boîte, note, voilà. Si je partage l'écran, voilà, là j'ai cliqué sur le lien, j'arrive sur cette page-ci. Hein, donc on voit vraiment, hein, donc c'est le site ESPEC, hein, esppec.com/conférence. Si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver conférence, voilà ici. Vous avez les inscriptions, vous avez les conférences offertes. Les conférences offertes, c'est tout le lien des conférences qui ont déjà été données, hein, je viens de cliquer dessus, et vous les avez les unes après les autres. Voilà, prise en charge de la douleur, séparation, etc. Pour ceux que ça intéresse, les formateurs, les formations, les certifications. Je vois d'ailleurs qu'il manque dans les... euh, Karim, je vois qu'il manque, il n'y a pas la formation complète à la psychothérapie et à la relation d'aide, qui devrait être aussi indiquée ici. Donc, c'est l'occasion Ah de la oui, rajouter, d'accord. tu vois, Ok. c'est l'occasion de la Oui, rajouter. Merci ok. Karim. C'est Donc, juste que pour ça les va. conférences, je retrouve pas celle du couple et de la scolarité. En fait, c'était peut-être les deux. Couple et scolarité, alors je sais pas si elle est déjà dedans. Il y en a une qui avait été reportée, qui était, voilà, couple, elle est ici. Ça, non, ça Ah. c'est difficulté. Oui, là il faut voir Karim si tu as bien tout mis ou pas, ou s'il en manque. Par rapport à celle qu'on a donnée déjà, bah ici. Ok, une minute. Mais je pense qu'il y en a une qui a été reportée. Attendez, je vais arrêter le partage parce que ça sert à rien que je le maintienne là. Je vais juste aller Oui, voir. La toute première n'a pas été donnée parce que je n'étais pas libre finalement. Attendez, c'était pas la toute première, mais oui, je pense que c'était celle sur la scolarité. Elle n'a pas été donnée encore. Exactement. Elle sera donnée plus tard, voilà. Parce que j'ai eu un empêchement le lundi, et donc je ne savais pas la donner. Et donc là, il y a tout le cycle qui est prévu et on la donnera après. Quand le cycle sera terminé, on terminera par celle-là. Voilà. Zoom, tout le monde est là. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre participation. Et puis, à tout bientôt, j'espère. Et au plaisir de vous voir peut-être aussi en présentiel. Oui, il y a aussi un cycle, je ne sais pas s'il a été annoncé, mais je crois que c'était la semaine prochaine déjà, mais je ne sais pas du tout si ça a été annoncé. Il y avait un cycle qui avait été proposé, donc c'est dans 2 semaines, sur l'attachement systémique. Normalement en soirée, donc c'est de 19h à 21h30 heure Maroc, le lundi 22, mercredi, jeudi et vendredi, donc du 24 au 26. Donc c'est 4 soirs de 19 à 21h30 Maroc sur l'attachement systémique, donc les blessures d'attachement, mais dans le cas de la systémique, donc justement de la famille, etc. Voilà, ça, renseignement à prendre auprès de l'ESPEC pour ceux que ça intéresserait. Voilà, je vous souhaite une belle journée, pas d'autres questions, je vérifie dans le chat. Ah si, il y a un petit chat. Ah non, c'est merci Sahar. Voilà, merci à tout le monde. Et puis, vous pouvez contacter donc les specs en direct hein, ou Karim si vous avez des questions. Bonne journée à vous et à la prochaine. Shukran, au revoir, merci.